MiG-21, c'est tout simplement le chasseur à réaction le plus produit de l'histoire. Mais attention, ce n'est pas juste un avion, c'est une véritable icône, le résultat d'une philosophie de combat soviétique vraiment unique. L'idée ? Privilégier la simplicité, la vitesse et des tactiques de frappe éclair, histoire de surprendre des adversaires beaucoup plus gros et sophistiqués. Et cette phrase, elle ne vient pas d'un allié, non. Elle vient d'un pilote de F-4 américain, un adversaire direct qui a affronté le MiG-21 au-dessus du Vietnam. Alors la question se pose. Comment est-ce qu'un si petit chasseur a pu forcer un tel respect ? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer. Alors, pour comprendre le MiG-21, il faut revenir au problème de base des soviétiques. La question était comment intercepter le plus vite possible les bombardiers et les chasseurs occidentaux qui étaient bien plus lourds, bien plus complexes. La réponse, ça a été le MiG-21. Un intercepteur léger, simple et surtout incroyablement rapide. Pensez-y comme un boxeur poids léger face à des poids lourds. Et quand on le met à côté de son rival principal, le F-4 Phantom, la différence est saisissante. Regardez-moi ça. Le MiG est beaucoup plus petit. En fait, il pèse moins de la moitié du poids de son concurrent. Et cette différence, ce n'est pas du tout un hasard. Non, c'est vraiment le cœur de sa philosophie de combat. Absolument chaque pièce du MiG-21, de sa carlingue jusqu'à son moteur, tout était optimisé pour un seul et unique but, la vitesse pure et une agilité maximale. L'idée, c'était de pouvoir mener des attaques ultra rapides, dévastatrices. Il n'a jamais été pensé pour les longs duels aériens, les dogfights comme on dit. Non, sa mission c'était frapper et disparaître. Point. Bon, mais qu'est-ce qui le rendait si rapide, concrètement ? D'abord, sa structure en alliage d'aluminium et de magnésium, donc super légère. Ensuite, son fuselage très court, ce qui le rendait hyper réactif, il tournait sur un 10 sous. On ajoute à ça ses ailes en delta, devenues iconiques, qui lui permettaient de cabrer l'avion à des angles incroyables. Et pour couronner le tout, évidemment, son moteur surpuissant, le Tumansky. Bref, chaque élément était là pour maximiser l'agilité à très haute vitesse. La clé de cette accélération foudroyante, c'était la post-combustion. Pour faire simple, c'est un peu comme si on jetait de l'essence directement dans le pot d'échappement. Le système injecte du carburant brut dans les gaz brûlants qui sortent du réacteur, et ça provoque une poussée supplémentaire absolument massive. C'était un peu son arme secrète pour faire des points de vitesse. Et l'effet, il est spectaculaire. Regardez les chiffres. La poussée maximale avec la post-combustion, on atteint 5 750 kg force. C'est presque 50% de puissance en plus par rapport à la poussée normale. C'est juste énorme. C'est cette puissance brute qui lui permettait de grimper comme une fusée, littéralement. Évidemment, toute cette puissance, ça avait un coût, et un coût énorme en carburant. Le MiG-21, c'était un sprinter, pas un coureur de fond. Il pouvait monter à 10 000 mètres en seulement quelques minutes, un temps record. Mais, en contrepartie, s'il gardait la post-combustion allumée, il pouvait vider tout son carburant en moins de 20 minutes. Autant dire que chaque seconde comptait. On passe à l'électronique et à l'armement. Et là, ça peut paraître un peu limité, mais attention, ce n'était pas du tout une faiblesse. Au contraire, c'était un choix totalement délibéré. Le but, c'était de garder l'avion le plus léger possible, simple à entretenir et 100% concentré sur sa mission de frappe éclair. Et ce chiffre, 30, il est très parlant. Pour gagner le moindre gramme, les pilotes n'emportaient souvent que 30 obus pour leur canon. 30 ! Ça montre bien une chose, le canon, c'était vraiment l'arme du dernier recours. La véritable force de frappe du MiG-21, c'était ses missiles. Son équipement était donc vraiment minimaliste. On avait un radar tout simple qui se contentait de mesurer la distance, pas de recherche, pas de poursuite. Un seul canon, comme on l'a vu, et 2 missiles K-13. Et petite anecdote intéressante, ce K-13, c'était en fait une copie soviétique du fameux missile américain Sidewinder. Bref, un arsenal simple, mais qui pouvait être absolument mortel entre deux bonnes mains. Et dans le cockpit, eh bien, c'était la même histoire, aussi spartiate que l'armement. Il faut bien comprendre que piloter un MiG-21, ça demandait un talent immense, surtout pendant les phases critiques, comme le décollage ou l'atterrissage. Là, la marge d'erreur était proche de zéro. Imaginez un peu la scène à l'atterrissage, le pilote devait tellement cabrer l'avion, lever le nez, que le pare-brise ne montrait plus que le ciel. Aucune visibilité vers l'avant. Rien. La seule façon de juger de son altitude, c'était de regarder par les côtés du cockpit. C'était un véritable test de dextérité à chaque retour sur la piste. Allez, maintenant, direction le Vietnam. C'est là que toutes les qualités du MiG-21, sa vitesse, sa petite taille, son agilité vont être utilisées à la perfection dans une nouvelle tactique. Une tactique d'embuscade qui a complètement, mais alors complètement, changé la donne face à la toute-puissance aérienne américaine. Alors, comment ça marchait cette fameuse embuscade ? C'était en 3 temps. D'abord, le guidage. Le contrôle radar au sol dirige les MiG discrètement vers la formation ennemie.
Deuxième étape, l'appât. 2 MiG foncent sur les chasseurs américains pour attirer toute leur attention vers l'avant. Et enfin, le coup de grâce. Un troisième MiG, qui volait plus bas et était donc resté invisible, grimpe à toute vitesse et attaque les ennemis totalement distraits par leur angle mort à 6 heures. Et cette tactique, elle était diaboliquement efficace parce qu'elle exploitait parfaitement les faiblesses des F-4. D'une part, le MiG-21 de face est minuscule, quasi invisible à l'œil nu. Et d'autre part, le radar des F-4 était puissant, oui, mais il ne regardait que vers l'avant. Résultat, ils étaient complètement aveugles à une attaque venant de derrière. C'était l'embuscade presque parfaite. Alors, bien sûr, le MiG-21 a fini par être dépassé technologiquement par les générations de chasseurs suivantes, mais il a laissé un héritage qui, lui, est bien durable. C'est toute cette philosophie, basée sur la simplicité et l'intelligence tactique, qui lui a permis de rester un adversaire redoutable pendant des décennies. La grande leçon à retenir de tout ça, c'est que l'histoire du MiG-21 est assez intemporelle. Elle prouve qu'en combat aérien, avoir la technologie la plus avancée ne garantit pas forcément la victoire. Un design malin, parfaitement adapté à sa mission, et surtout combiné à des tactiques brillantes, eh bien ça peut permettre de tenir tête à n'importe quel adversaire, même le plus puissant. Et tout ça, ça nous laisse avec une question qui résonne encore très fort aujourd'hui. Et pas seulement dans l'aviation. Dans un monde où la technologie est reine, est-ce que la ruse, la stratégie, l'intelligence tactique peuvent encore faire la différence? L'histoire du MiG-21, en tout cas, semble nous dire que la réponse est un grand oui.